Donc nous, on s'est dit comment attaquer l'histoire de l'assiette sans décarbonée, pardon, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait attaquer un marché qui s'appelle, malheureusement, enfin, c'est pas un marché, mais le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, ça représente 14% au niveau des commerces et 33% au niveau des foyers. Et en plus de ça, on est allé regarder des études en se disant, bon, ok, très bien, il y a 33%, mais au détail, qu'est-ce que ça donne? Et on s'est rendu compte que la cible principale, c'était le 18-25 ans qui gaspillaient 4 fois plus que leurs aînés. Alors du coup, hier matin, nous sommes allés sur le terrain et nous sommes allés voir à la fois les commerces et à la fois les particuliers. Donc nous sommes allés voir les particuliers, nous leur avons posé des questions en face à face, mais nous avons aussi fait un sondage en ligne auquel nous avons eu plus de 120 réponses. Et donc nous avons vu que les gens étaient en recherche de bons plans, mais aussi d'un moyen pour moins gaspiller. Et les professionnels du milieu alimentaire, eux, cherchaient un moyen de moins gaspiller, ce qui n'est pas facile parce que parfois, ils manquent de visibilité par rapport à leurs produits qui arrivent en fin de date limite de consommation. Alors ici, nous avons la cible que nous avons trouvée grâce à notre enquête terrain, à la fois Lisa, étudiante qui a 26 ans, qui sait qu'elle gaspille et qui essaye de chercher des solutions pour moins gaspiller au quotidien. Mais nous avons aussi Maxime, qui est responsable d'un commerce de proximité et qui, lui, est dans le regret de devoir jeter des aliments qui dépassent donc leur date limite de consommation parce que personne n'est venu les acheter et donc cherche un moyen d'améliorer ceci pour éviter de gaspiller et de perdre de l'argent. Donc comment on s'y prend? Quelle est notre solution? Parce qu'en fait, il va falloir relier Maxime à Lisa. Et bien la solution, donc, c'est notre application Proximiam, Proximité. L'idée, c'est d'avoir une application où le commerçant va pouvoir faire un push, donc c'est un envoi de notification à Lisa, en l'informant donc du produit qui est en réduction, de la réduction. Et comme ça, Lisa va pouvoir venir chez Maxime pour avoir l'intérêt et acheter son produit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vous propose de découvrir une petite maquette de l'appli. Vous avez à la fois l'interface en orange pour les professionnels et l'interface en vert pour les particuliers. On a mis un système de recettes pour faciliter la vie des particuliers. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, et à juste titre, parce que nous aussi nous la sommes posée, c'est comment ce projet va être rentable. Alors on a réfléchi à plusieurs possibilités, de la pub sur l'application, faire payer les consommateurs finaux pour avoir accès à l'application, et nous avons déterminé une possibilité, c'était de faire plusieurs abonnements, un abonnement classique, un abonnement avancé et un abonnement premium pour les professionnels. C'est-à-dire que nos professionnels peuvent maintenant augmenter leur visibilité grâce à l'application en mettant en place des publicités sur leurs produits qui arrivent bientôt en date limite de consommation. Donc le prix et l'abonnement va varier en fonction du nombre de publications, le rayon dont a besoin notre commerçant. Excusez-moi. Et la version 1 est gratuite en plus. Merci à tous. J'invite toute l'équipe à rejoindre la scène, l'équipe Proximiam. Je vais juste récupérer un micro pour le jury. Et puis on va se relancer sur 4 minutes d'échange. Alors pour le jury, n'oubliez pas qu'il va falloir à la fin de cette période de 4 minutes noter de 1 à 5 sur les 3 critères. Et puis en attendant, avant ça, si vous avez des questions, c'est maintenant l'occasion. Qui veut prendre la première question? Une question basique, c'est quoi pour vous Proxy? Quel rayon d'action? Proxy, alors nous on est parti plutôt sur un rayon de 5 km de base et justement potentiellement avec la version premium montrer progressivement à peut-être 10 km, mais l'idée c'est de garder cette proximité.
Qu'est-ce qui vous différencie de Too Good To Go, de Phoenix? Alors, Too Good To Go, il permet également de venir chercher des produits, mais on ne sait pas vraiment les produits puisqu'il propose seulement des paniers. Mais sur l'application, le consommateur il ne peut pas choisir, moi je veux 3 pommes et 4 carottes. On va directement voir le consommateur, il va nous donner un panier. On n'a pas forcément choisi, mais peut-être on va avoir des aliments qu'on n'avait pas forcément besoin. Il y a une autre question? Est-ce que c'est un projet que vous avez déjà démarré un peu avant? Est-ce que vous avez fait des maquettes ce week-end? Non, on a fait les maquettes ce week-end. En fait, j'ai eu l'idée vendredi soir, justement, lors de la soirée, puisqu'en fait, il y avait des personnes qui avaient déjà un projet en arrivant. Et moi, du coup, je m'étais dit, ça serait bien de pouvoir justement vivre l'expérience en ayant un pitch aussi. Et donc, j'ai eu une idée initiale qui était effectivement de lutter contre le gaspillage. Et du fait que je ne sois pas dans l'agroalimentaire, dans le sens technicien, je me suis dit, qu'est-ce que je peux moi apporter? Et donc, je suis parti sur une application et j'ai trouvé une super équipe pour m'épauler. Deuxième question. Du coup, ça fonctionne effectivement, c'est une base installée. On va dire, on peut essayer déjà au niveau local d'une ville. Comment vous comptez faire installer l'application par des utilisateurs finaux? Justement, pour Lisa, qui est très présente sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est une personne jeune, donc active sur ces médias, on a décidé de justement les recruter par ces médias en publiant avec une stratégie marketing bien définie, mais aussi de la fidéliser, parce que l'attirer c'est une chose, mais la fidéliser c'en est une autre, en justement en lui montrant les avantages qu'elle pourrait en bénéficier, justement, réduire le gaspillage alimentaire, lui faire aussi des économies, parce que ce sera forcément moins cher que sur le marché. Et justement, il faut aussi attirer les consommateurs à participer en justement eux leur montrant qu'ils vont faire des économies, mais aussi réduire leur gaspillage alimentaire, et on va les fidéliser grâce à ça. Et voilà. Il reste largement le temps d'une ou voire même 2 questions. Quels sont vos profils à tous les quatre? Du coup, moi, je suis étudiante en 3e année à GACO, donc c'est une formation en gestion administrative et commerciale, en spécialité entrepreneuriat et management responsable de projet. Alors, donc moi, je suis étudiant aussi en BTS négociation et digitalisation de la relation client, et je suis en alternance dans une entreprise de communication. Donc, j'ai déjà fait par le passé un petit peu de communication en audiovisuel, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de rejoindre le projet de Pierre-Élie sur un projet numérique. Moi, je suis aussi en études à GACO, mais en première année, et j'aimerais me spécialiser plutôt dans le marketing, communication. Et du coup, moi, je travaille à Agropole et je suis dans l'équipe de Martin, je m'occupe de la communication et du marketing. Il reste 15 secondes. Juste rapidement, est-ce que vous avez donné une dimension en vous disant que ce serait un succès si on arrivait à recruter tant de ressources? Je vous avoue que non. On peut tous les applaudir. Alors j'en profite juste quelques secondes pour remercier aussi notre coach Béatrice, donc voilà, qui nous a bien aidé tout le week-end. Merci Béatrice. Faut les applaudir. Et c'est pareil, le même principe. Vous démarrez, je découvre. Bonjour. Je suis arrivé vendredi soir avec une idée un peu bancale, un peu mal foutue, qui était de fabriquer des barres céréales à partir de produits alimentaires invendus. Et c'est vrai que le contexte est favorable. Le gaspillage alimentaire, enfin, c'est 15 millions de tonnes par an en France, et c'est un axe important pour décarboner notre assiette dans les années à venir. Et également, on n'a pas envie de changer vraiment tous nos modes de vie actuels.
va vite, on veut des aliments pratiques, rapides, le confort, ça passe par là. Donc moi je suis Romain, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et bonjour à tous, je m'appelle Julien, et également je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et avec nos compères Clarisse et Claire ici présentes, on a été séduits très vite par le projet de Romain, parce qu'il est très conforme à nos valeurs, autour de la transition écologique, autour du mieux manger, avec une alimentation plus saine, plus durable et surtout locale. Et après 48 heures de travail, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le projet Just in Bar. Just in Bar, c'est réconcilier les Français avec les encas. En fait, ce samedi, on est allé à la rencontre de nos consommateurs. On s'est déplacé en GMS, dans les magasins spécialisés et également dans les parcs. On est allé échanger avec les consommateurs pour infirmer et confirmer des hypothèses. Ça nous a confirmé l'hypothèse que notre persona, c'était plutôt les familles avec les enfants, mais ils avaient identifié des problèmes. 66% d'entre eux consomment des barres de céréales, en encas principalement. Et 48% d'entre eux, ils ne trouvent pas que l'offre est satisfaisante sur le marché. Pourquoi? Parce que les aliments sont trop gras, trop sucrés, avec des conservateurs, et en fait, ça leur plaît pas. Et également, les enquêtes nous ont permis de confirmer, d'affirmer que notre cible, en fait, c'était pas les sportifs. Nos encas, ils vont être sains, mais ils sont pas adaptés à l'alimentation sportive. Et c'est pour ça que nous souhaitons créer deux gammes. Une gamme sucrée et une innovation, une gamme salée, de bars, du coup, issus de produits de la revalorisation de produits invendus. Ces produits, forcément, sont très sains, avec un score nutritionnel plutôt A, et surtout biosourcés, avec des produits sourcés localement, directement auprès des agriculteurs, des producteurs, pour Romain en Haute-Garonne, et pour Clarisse, Claire et moi en Lot-et-Garonne, avec des producteurs de tomates et de poires. Peut-être que tu peux nous parler de phase de démarrage? Oui, donc en phase de démarrage, nous nous adresserons aux magasins spécialisés bio. On aura un relais de communication avec notre site de e-commerce pour notre vitrine, pour notre communication. Une communication qu'on souhaite sobre, qui sera conforme à nos valeurs. Et également, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait nos preuves sur le réseau magasin spécialisé bio, alors on pourra adresser la GMS. Notre terrain de jeu, ce sera la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, c'est 650 magasins spécialisés bio, c'est 2 millions de familles sur ces territoires. Et également, notre ciblage de prix, notre benchmark nous a montré que les barres céréales concurrentes étaient aux alentours de 2,95. On sera légèrement en dessous grâce aux efforts qu'on aura fait sur le sourcing des invendus. Rapidement, le mot de la fin, Just One Bar, c'est consommer moins mais mieux grâce à nos efforts sur les invendus et la revalorisation. Alors, j'ai demandé au reste de l'équipe du coup de monter sur scène aussi. Je vais récupérer un micro. On va réfléchir pour les membres à leurs questions. Et puis éventuellement déjà cette présentation d'entreprise 5 sur le critère. Ils sont studieux là. Ils se préparent, ils prennent des notes. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, peut-être une question par rapport au sourcing. Vous avez l'air assez engagé, notamment sur le bio. Est-ce que vous avez déjà une idée un peu de la ressource disponible? Alors, oui, donc le sourcing, on s'adresserait d'abord aux vergers du Lot-et-Garonne pour la production de pommes, de poires, de tomates, donc les excédents de production. Dans un deuxième temps, aller voir les boulangers pour les invendus de pain. On pourrait aller encore plus loin avec des légumineuses, par exemple les brisures de pois chiches, on peut, les fruits secs également. C'est
C'est mon micro au cas où. Voilà. Sur les formulations du produit, vous avez forcément pas le temps de tester tout ça, mais je vois 2 recettes. Il y a d'autres recettes que vous imaginez, ça va dépendre du sourcing, vous allez créer une gamme, et justement, ça peut créer une gamme par rapport au sourcing, comment ça marche là, pour garantir l'approvisionnement. Alors là, pour l'instant, on a réfléchi assez rapidement à la formulation de 2 recettes. Forcément que dans le futur, le but, c'est d'élargir la gamme. Donc là, notamment, on a pensé à la poire qui serait revalorisée et la tomate, par exemple, en les séchant pour pouvoir les conserver plus longtemps. Et sur le long terme, avoir donc nos ingrédients à disposition pour avoir une formulation qui serait plutôt stable. Après, le but, c'est aussi de pouvoir s'adapter au fur et à mesure du temps en intégrant d'autres ingrédients et en n'étant pas forcément figé sur des recettes. Voilà, travailler aussi de façon, pourquoi pas, saisonnale. Voilà. J'ai une question par rapport au thème du week-end sur la décarbonation. Qu'est-ce qui ferait le plus ou qu'est-ce qui vous valoriseriez sur cette partie décarbonation? Eh bien, ce serait dans la valorisation des invendus, des excédents de production, qui participe à cette démarche anti-gaspillage. En comparaison des synthétisants, est-ce que vous avez une idée de est-ce que effectivement c'est vraiment décarboné ou c'est juste une valorisation des produits? On serait moins carboné, on ne serait pas décarboné. Il y aurait aussi le côté sourcing, Suppression des ingrédients très carbonés comme le cacao, l'avocat, voilà. Au-delà de la différenciation des ingrédients revalorisés, est-ce que vous avez un objectif en termes de composition nutritionnelle? Qu'est-ce que vous voulez apporter par rapport au marché? Et sur qui vous allez jouer? Quel type de produit? On a compris que ce n'était pas le sportif. On a compris que ce n'était pas forcément le plaisir. Donc, qu'est-ce que ça serait? Alors, le plaisir, pourquoi pas, mais d'abord, c'est vraiment le côté sain qu'on veut privilégier. Donc, comme nous a montré notre enquête de terrain, c'est des consommateurs qui trouvent les bars trop sucrés ou des consommateurs qui trouvent que justement il n'y a pas d'encas salé. Donc voilà, c'est ça notre but. Je vais faire passer des exemples, mais il ne faudra pas les goûter. Au moins pour la vinoiserie. Écoutez du regard. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jules et voici mon collègue Adrian. Et avec notre équipe, en fait, pendant le confinement, on est allé dans une boulangerie pour vouloir acheter des chocolatines. Et on s'est rendu compte de l'absence de produits à la base de pruneaux. Ce qui est quand même un petit peu dommage dans notre territoire du pruneau. Et à ce moment-là, quand on est rentré chez nous, on a fait des recherches pour savoir s'il existait des viennoiseries à la base de pruneaux. Et en fait, pas du tout. Actuellement, c'est pas encore commercialisé. Exactement, c'est un produit qui n'existe pas. Donc en faisant l'étude des boulangeries, justement, nous sommes aussi renseignés par rapport au fournissement de ces boulangeries. Il faut savoir qu'à peu près 90% des boulangeries à l'heure actuelle revendent des produits qui sont surgelés, donc qui les réchauffent eux-mêmes, donc ils se fournissent directement dans des boulangeries industrielles. Donc nous sommes allés également nous renseigner sur le secteur de la boulangerie industrielle et nous avons repéré deux problématiques qui sont quand même assez conséquentes et des besoins en tout cas au niveau de cette filière. Donc c'est une filière qui est en recherche d'innovation technologique.
et également des recherches, la recherche et l'innovation technologique afin de pouvoir s'adapter aux évolutions de marché, aux évolutions des habitudes de consommation. Donc nous, la solution à cette problématique que l'on pourrait apporter, ce serait les bâtonnets que vous venez de voir, donc des bâtonnets, des inserts à la base de pâtes de pruneaux, à l'image par exemple des bâtons de chocolat que l'on peut trouver dans les chocolatines. Et en fait, ce serait déjà de la revalorisation du pruneau, c'est-à-dire qu'en fait, on utiliserait des pruneaux qui sont déjà écartés du circuit de production d'IGP pruneaux d'Agen. Produits ici, donc avec des produits locaux, qui seraient également transformés à minima peut-être dans la région ou Oui, dans la région, en fait, on veut jouer sur le caractère local du pruneau et du territoire. Exactement, pour regarder un petit peu ce côté identitaire qu'on a par rapport au pruneau. Et également pour un côté environnemental, il faut savoir que le chocolat a un énorme impact carbone, notamment au niveau de son processus de production, déforestation liée à la culture, transport, car il y a énormément d'importations. A contrario, le pruneau est produit ici, et donc on le transforme en France et le distribue également en France. Donc le bénéfice pour les distributeurs, ce serait d'ajouter à leur catalogue de produits justement un nouveau produit qui soit local et revalorisé, ce qui ferait du bien à cette filière qui est justement en recherche de limiter cette empreinte carbone. Et d'innovation technique, et si je peux me permettre, Jules, ce produit est une innovation technique dans le sens où il n'existait pas de produit capable de résister à une cuisson, mais qui respectait également des critères de goût et des critères dans les mêmes dimensions que les barres chocolat qui sont actuellement en insert dans les pains au chocolat ou chocolatine, ça dépend des préférences. Donc pour cela, hier, on a pu valider certaines de nos théories auprès du public. On s'est dirigé vers les professionnels du pruneau qui nous ont confirmé que les clients avaient un besoin dans tout ce qui est pâtisserie et viennoiserie à base de pruneaux et recherchaient un nouveau produit, mais aussi auprès des distributeurs. Je vois que le temps file. Nous n'avons pas pu approcher les industriels car nous avons eu un pivot au niveau de la stratégie hier à 16h. Donc nous comptons les approcher avec une brochure, une fiche technique et également des produits pour potentiellement leur faire goûter. Et peut-être que nous pourrons nous avancer sur la faisabilité plus tard. Merci à vous. Jean-Pierre, je t'en prie. Donc, Jean-Pierre, le troisième du groupe. Oui, j'ai peut-être zappé dans votre présentation, mais vous avez fait un test auprès des consommateurs potentiels? Oui, alors il y a eu un test qui a été fait avant ce week-end. J'avais fait déjà une petite expérimentation sur 100 personnes dans un village pour faire goûter un peu à l'aveugle. Donc ils ont tous trouvé, à part un qui a trouvé figue, mais autrement dans l'ensemble ils ont trouvé pruneau. Et puis surtout, ils avaient l'impression comme quoi ce produit-là, il existait déjà. Quand je leur ai dit que ça n'existait pas, avant ils étaient étonnés, mais ils avaient déjà intégré comme quoi pour eux ça pouvait très bien exister depuis un certain temps. Voilà. Oui, juste pour savoir, parce que moi je trouve ça carrément génial. Et donc c'est, on va dire, prunotine, c'est déjà déposé. Oui, oui, j'ai déposé en fait à l'INPI juste le nom. Ensuite, bon, il y aura développé, je veux dire par là, le logotype, etc. Donc juste le nom de prunotine par rapport, alors au départ, bien sûr pour la barre de pruneau, mais peut-être après pour l'utilisation, pour si jamais on va vers un produit où si les industriels et boulangers vont vers une viennoiserie pour la prunotine. En fait, c'est le fait d'acheter une chocolatine qui me fait penser pourquoi on ne ferait pas une prunotine, quoi. Voilà, Ouais. donc voilà pour le nom. On peut publier sur les réseaux sans pour vous. Oui, tout à fait. Oui. Cette barre, elle est stable en frais surgelé. Alors, pour le moment, elle n'est pas en surgelé, mais peut-être qu'on le fera, mais on le fera à la demande, mais par rapport, il faudra approcher, je veux dire par là, les industriels. Mais là, on n'a pas eu le temps de le faire. Là, on a fait un essai de vieillissement actuellement avec l'Agrotech qui est en train de se faire, mais qui est en sec. Donc, d'ailleurs, on a un exemple qui est là, qui est sous vide et donc qui n'a pas bougé. Il y avait déjà plusieurs semaines et il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, après, on le fera à la demande si on le garde
de cette manière-là, ou s'ils le voudront déjà, je veux dire par là, en surgelé pour pouvoir préparer ensuite après les viennoiseries ou autres, je veux dire. Juste un point par rapport au gisement. Au gisement, donc, à partir des écarts de chrono, j'imagine que vous avez déjà perçu des grandes quantités transformables. Oui. Dans la région. Oui, alors, pour la matière première, en fait, je ne savais pas trop, je veux dire, où m'adresser, donc je suis allé voir, je veux dire, l'un des plus grands, qui est ici, en fait, qui est en Lot-et-Garonne. Je suis allé voir Maître Prunille, parce qu'ensuite, je me suis dit, si jamais il y avait un développement, etc., il faut pouvoir répondre à un certain volume. Donc, c'est travaillé avec la base de crème de pruneau, qui est elle-même déjà faite avec des pruneaux qui sont pas dans le circuit, on va dire, du pruneau d'Agen, parce qu'on essaie de valoriser. Donc, on valorise déjà un produit qui a été valorisé. J'en profite, je vous vois regarder le diaporama, juste pour vous dire que le prix qui est affiché pour le kilo de prunotine, c'est un prix à grand public, donc c'est le prix qu'on a tiré depuis les tests faits par Jean-Pierre. Oui. Exactement, donc le plafond de prix. C'est-à-dire que bon, j'ai pas, rien n'a été. C'était en très petite quantité, je n'ai rien discuté, donc voilà. Voilà. Et quand j'y allais pour chercher 5-10 kilos, alors que les autres reculés avec le semi, ils me regardaient comme ça. Est-ce qu'une question, si vous voulez? C'est une très bonne idée. Alors bon, il y a des tas de choses de revalorisation. Alors, je parle en tant qu'ancien directeur commercial de France Prune pendant 5 ans. Je connais bien le produit. Effectivement, on a entre 5 et 20% de fruits industriels dans chaque récolte. Ça dépend des intempéries. Oui. Et donc, on a des coûts qui sont, c'est des fruits qui valent 1 euro. Il y a 35% d'unité. Donc, je peux vous dire que vous serez largement à moins de 2 euros. Ou enfin, 2-3 euros. Une fois transformé, donc je pense qu'il y a un potentiel. Voilà. Il y a également tous les produits issus des étages, des déchets, etc. Donc, voilà. Bravo. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il paraît que vous aussi, vous avez envie de décarboner votre assiette. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai essor du flexitarisme. On voit que c'est près d'un quart de la population aujourd'hui qui est flexitarienne. Et il y a un réel engouement pour le mieux manger. Donc, voilà, les consommateurs ils vont être à la recherche de plus de transparence. Et face à l'épuisement des ressources naturelles, ils vont modifier leur comportement alimentaire. Et malheureusement, à l'apéro, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas forcément beaucoup le choix pour pouvoir faire attention. Ce qu'on note, c'est notamment pour les végétariens, où c'est un peu tout le temps la même chose, entre les falafels, le houmous ou le fromage. Ils n'ont pas forcément beaucoup le choix aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous, on a décidé de créer une crevette alternative à partir de produits locaux et sains, qui se veut très gourmande, avec un côté très crunchy qu'on a testé. Et pour le coup, les ingrédients, ça va être des algues, des champignons et des protéines végétales. L'intérêt des champignons, je l'ai découvert à travers une formation d'1 semaine que j'ai réalisée. Et ça a un pouvoir gustatif assez incroyable. Il y a une grande variété. Après les algues, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va apporter une petite touche iodée, une petite touche marine qui va être assez sympa. Et du coup, on va avoir un produit super sympa, très gourmand. C'est vraiment le critère qu'on voulait. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul concurrent direct et qui est basé aux États-Unis. Alors justement, cette recette, une fois élaborée, donc par une plateforme test, pourra permettre d'être fabriquée par un traiteur et avoir donc les premières pré-sélections, pré-séries, pardon. Alors, elle se en 2 temps, donc dans les 6 premiers mois, nous irons nous-mêmes, nous occuperons de la distribution auprès des bars tabac de la région bordelaise. Et justement, nos clients seront le CHR. Alors, pourquoi le CHR?
parce qu'il y a une réelle demande et on a pu la valider avec l'enquête terrain. On l'a fait sur 2 axes, donc le CHR, donc directement les restaurateurs, mais aussi notre client final. Voilà, et donc justement les clients végétariens et flexitariens recherchent vraiment une diversité et ne la trouvent pas actuellement. Après, donc au bout de ces 6 mois, nous viserons plus de commercialiser avec des grossistes pour avoir une échelle beaucoup plus grosse au niveau de la distribution des produits. Et à terme, avec des feedbacks de nos futurs clients, permettre directement de développer nos produits avec leur retour et en adéquation à leurs besoins. Et justement, on peut très bien parler donc du potentiel des champignons qui peut être utilisé, mais aussi on peut imaginer d'autres solutions alternatives aux produits de la mer. Par exemple pour les beignets de calamar ou des coquilles de singe. Donc Crustif, aujourd'hui, c'est la seule alternative aux produits de la mer pour l'apéritif qui se veut très festif et surtout très gourmand. On va arrêter un micro pendant que l'équipe arrive sur scène. Vous avez ici Mélissa, Kelly, Maxence et moi-même Héloïse. Et un grand merci encore une fois. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la façon dont vous avez pu tester l'idée? Je n'ai pas trop saisi cet aspect-là. Alors, il y a des tests qui ont été faits la semaine dernière avec un champignon qui s'appelle le pleurote de panico, qu'on est venu en porte-piécé. Voilà, on pouvait revoir juste avant. Voilà, pleurote de panico, juste ici, qui a la particularité d'avoir un pied qui est très large et qui permet de pouvoir venir faire des formes à l'intérieur. Et on va ensuite l'enrober, si vous voulez, de notre protéine végétale. Et on va venir, en fait, le paner, si vous voulez, de manière à pouvoir inclure également les algues à ce moment-là dans la panure pour apporter le côté croustillant. Donc on aura un côté très croustillant à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Et le produit à goût de crevette? En fait, aujourd'hui, on va rechercher le côté humanique à travers la sauce. Mais en fait, il va plus avoir des notes iodées. Donc, on va pas être exactement sur un simili crevette, mais par contre, on va avoir une expérience culinaire assez sympa pour l'apéritif. Donc c'est ça, c'était en fait l'idée d'avoir un produit qui va ressembler aux petites crevettes panées, avec cette sensation de la texture et ce moment convivial. Ça se mange chaud. Oui. Chaud, avec les tapas, avec une petite sauce pour tremper le vent. Entre amis. Protéine végétale et sa forme, c'est une farine, Oui, c'était en farine et pour l'instant, on n'est pas encore défini sur la protéine végétale. Une question au niveau nutritionnel, est-ce que ce sera comparable aux crevettes? C'est pas encore ça. L'intérêt des algues, c'est que ça vient reproduire en fait certains minéraux qu'on peut retrouver notamment dans les crevettes. Donc c'était ce pourquoi aussi on voulait les inclure en plus du côté iodé. Après, il faudra voir dans quelle proportion il faudra le mettre par rapport au coût pour que ça reste un produit tout à fait correct d'un point de vue du prix. Mais l'intérêt, c'est vraiment qu'on vienne d'un point de vue, en tout cas de la protéine, apporter un petit plus. Ce ne sera pas effectivement encore un gros taux de protéines. L'idée, c'est vraiment de supplémenter un petit peu pour s'en rapprocher, en tout cas, et être au plus proche. Nous sommes également renseignés auprès de la population à Genèse. Nous sommes allés au contact au marché couvert de quelques personnes correspondant à notre personnel type d'origine. Donc, à savoir une femme de 25 à 30 ans, étant végétarienne. Et nous avons donc rencontré cette personne type qui donc nous faisait comprendre qu'elle ne trouvait pas des produits pour elle, donc apéritifs, lors de soirées entre amis. Donc elle n'avait pas vraiment le choix. Nous avons également rencontré donc un restaurateur
un chef cuisinier avec son patron, qui eux n'étaient pas fermés à l'idée d'une crevette alternative et qui à l'avenir pourraient être des clients potentiels. Par rapport à une tempura de légumes. Déjà, il y aura la texture du champignon qui est à la fois ferme et fondant. Les légumes souvent vont être très, très fondants. Et le taux de protéines qu'on rajoute. Et le côté iodé, bien sûr, évidemment, c'est aussi la particularité de ce temps. Eh bien, bravo. Ce que vous voyez là, c'est des madeleines. C'est pas vraiment des madeleines. C'est des fleurs de courgettes et des beignets de fleurs de courgettes. Mais c'est notre madeleine. Et c'est la madeleine de la plupart des Niçois. Parce que c'est une recette ancestrale et traditionnelle qui se transmet de génération en génération dans la cuisine de nos grands-mères. Malgré l'attachement à ce produit, on n'en trouve pas partout. Heureusement, Cécile et Émile, au restaurant Le Pré Fleuri, en commercialisent et en proposent à leur carte. Et il y a des clients qui viennent uniquement pour ça d'ailleurs. Mais c'est vrai, nos clients viennent et reviennent pour ça. Quand ils goûtent nos beignets, pour nous, ça a été évident de les mettre à notre carte parce qu'évidemment, c'est notre enfance, c'est notre tradition, c'est nos émotions. Et donc, on l'a mis à la carte sans savoir ce que ça allait générer chez nos clients. Et ce que ça génère chez nos clients, c'est les mêmes émotions que chez nous. C'est-à-dire... c'est-à-dire les mêmes émotions que nous, donc l'enfance et les couleurs et les odeurs et les gestes et tout ce qui remonte à leur mémoire. Aujourd'hui, nos clients nous demandent de trouver une solution pour apporter ces beignets chez eux, pour qu'ils puissent les manger ailleurs que chez nous, dans leur maison. Et pour répondre à leurs demandes, j'ai imaginé une solution. C'est les beignets de mémé. L'idée, c'est d'augmenter notre production et de garder nos valeurs. Augmenter notre production parce qu'effectivement, nos fournisseurs actuels peuvent nous fournir plus, puisqu'aujourd'hui, ils fournissent uniquement pour le restaurant. Nos valeurs, c'est notre terroir, nos fournisseurs, donc d'autres recettes, et des ingrédients locaux et bio. Donc, on garde notre âme et on garde aussi notre éthique. Et voilà. On garde aussi notre éthique. Donc ça, c'est l'idée. On a validé cette idée auprès de notre communauté. Et ce qu'on veut dire, c'est que c'est un franc succès et que ça confirme la demande de nos clients. Voilà. Et donc, la forme que ça va prendre, c'est un produit ultra frais, pré-cuit, à réchauffer 5 minutes, qu'ils pourront emporter à partir du restaurant ou retrouver dans les épiceries fines de la région, dans les mêmes prix que ceux qu'ils trouvent chez nous. Donc là, évidemment, on a répondu à nos clients, mais en étant ici à Agen, on s'est dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin et voir si c'était possible d'élargir notre base de clientèle. Et on est allé interroger les clients d'Agen. Et avec une grande surprise, on s'est rendu compte que quasiment la moitié des gens qu'on interrogeait connaissaient notre produit et voulaient également le consommer, mais ne le trouvaient pas. Donc pour l'avenir, on a envisagé de partager avec eux notre produit en le surgelant et en le proposant de façon plus élargie dans les autres régions de France. Voilà. Mais évidemment, ces gens-là ne nous connaîtront pas, donc il faudra qu'on leur raconte leur histoire, parce que les beignets de mémé, c'est pour partager plus que des beignets.
toute l'équipe en a fait. On se prépare pour les questions de cette 5e et dernière équipe qui ouvre le bal. Questions-réponses. Vous avez déjà une idée de la durée de vie pour le consommateur? Après combien de temps vous allez pouvoir consommer? Le produit frais, on l'a prévu à 2-3 jours. Et le produit congelé, surgelé probablement 1 an. De toute façon, ça nous permet aussi de couvrir la saisonnalité de la matière première, puisqu'effectivement, dans le niçois, on arrive à trouver des fleurs de courgettes de mai jusqu'à octobre. Donc, il reste quand même 6 mois à couvrir. Et c'est ce qui nous a amené aussi à considérer le produit sous sa forme surgelée, justement pour pas avoir ces ruptures vis-à-vis de tout le circuit de distribution qui sont quand même... c'est problématique pour eux de switcher et de lâcher des produits sur leurs plans commerciaux. Quelle est l'utilisation? C'est l'entrée, un plat, un accompagnement? Alors, à la carte, nous, on le propose en entrée, mais en fait, les clients le commandent en général pour partager à table à l'apéro. Et donc, on a 6 personnes qui vont prendre 15 beignets. Voilà, c'est plutôt en apéro. Il y a des gens qui nous le demandent en accompagnement parce qu'on fait beaucoup de barbecue. Donc, en général, ça va avec des viandes ou des poissons. Ou en plat principal. En fait, peu importe le moment de consommation, à part le dessert, j'allais dire. C'est à tout moment du repas. Voilà. Et c'est vraiment un produit extrêmement consommé chez nous. Question, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici à Agen et parler de ce projet? Ce qui m'a motivée, ça remonte à très longtemps, puisque j'avais monté un premier projet de création d'entreprise il y a 17 ans quand j'étais enceinte de ma fille, qui était un projet qui allait permettre d'aborder la diversification alimentaire des enfants sous un angle bio et surgelé, avec des recettes que j'avais élaborées avec des chefs cuisiniers. Ce projet-là ne s'est pas réalisé, mais quand on a ouvert le restaurant et que je me suis rendu compte qu'il y avait une demande, la première zone à laquelle j'ai pensé, vu qu'à l'époque j'avais étudié la surgélation et tout son intérêt pour la conservation des aliments et de leur qualité, j'ai repensé à ça, j'ai ouvert la page et il y avait un week-end et je me suis dit que c'était le moment de venir jusqu'ici. Juste une petite question par rapport à la texture. Comment vous maîtrisez, on va dire, ce qui peut paraître délicat quand on connaît un peu le produit, c'est-à-dire qu'il devienne tout mou une fois décongelé, ou même après avoir été emballé depuis 2 jours? Alors, en général, la raison pour laquelle les beignets deviennent mous, c'est les ingrédients qui sont utilisés en réalité pour le fabriquer au départ. Et la fabrication que nous avons, si vous voulez, moi je le cuis en 2 fois le beignet, c'est-à-dire que dans ma cuisine à la préparation, il est frit à la poêle, et à l'envoi, il est plongé 30 secondes à la friteuse, ce qui fait qu'il retrouve tout son aspect et son croustillant et son fondant, sa chaleur, etc. C'est en fait l'alvéolage qu'on arrive à créer au moment de la fabrication. Quand il y a la reprise, la remise en œuvre, on réchauffe à nouveau et l'alvéolage refait prendre de la structure au produit. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas de gras dans ce beignet-là et il est fabriqué uniquement à base d'eau gazeuse. Et comment on passe de restaurateur à peut-être futur industriel, compte tenu des volumes que vous imaginez? Alors évidemment, d'une part, c'est un tout autre métier, mais j'ai réfléchi aussi à toute l'implantation sur zone, toujours dans l'idée de l'assiette décarbonée, c'est-à-dire que par chez nous, on a une petite chaîne de fabrication de pâtes fraîches, et c'est une dame qui veut vendre son entreprise et qui est à 5 km de chez nous. Et donc, on pourrait tout à fait d'abord travailler avec elle, puisque les œufs, d'ailleurs, sont fabriqués sur la même colline et les fleurs sur la même colline. Et pourquoi pas lui proposer ensuite de reprendre son entreprise. On a aussi imaginé une possibilité d'améliorer les revenus de nos aînés, puisqu'en fait, on irait collecter les fleurs, non seulement chez nos producteurs actuels, mais aussi chez nos aînés, sur des... Je peux me parler pendant toute la nuit après. Cécile, tu oublies de dire que tu as une autre vie avant. Bravo! Bravo à vous, bravo aux 5 équipes.